Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invitée politique de la matinale ce matin est Blanche Le Goffik. Elle est coordinatrice régionale du Rassemblement National Jeunesse, le RNJ, en Bretagne. Elle est également déléguée départementale du RNJ Côtes-d'Armor et responsable de la 5e circonscription du Rassemblement National dans les Côtes-d'Armor. Bienvenue au micro de Bretagne 5, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Et vous avez entendu, lointaine certes, mais bien présente, la voix d'Axel Guillaume qui partagera... Stéphane, bonjour à tous. Bonjour Axel, vous avez une plus belle voix que moi. Voilà, et on va tout de suite démarrer cette interview avec la situation politique. Blanche Le Goffik, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, cette situation politique assez inédite sous la Ve République, avec ce budget qui peine finalement à être voté, à être adopté? Je dirais qu'aujourd'hui, on a un spectacle assez affligeant de la situation politique avec des mouvements qui veulent à tout prix échapper à l'élection, qui ne veulent pas retourner aux urnes, chose que nous appelons depuis un moment avec Marine Le Pen et avec le groupe à l'Assemblée nationale, avec des formations politiques, on va dire, qui ne passent leur temps qu'à se désavouer, qui ne pensent qu'à leur survie de leur poste. Des formations politiques aussi qui ont moins de 5% aujourd'hui qui sont aux manettes du gouvernement, donc c'est vrai que là-dessus c'est un peu compliqué et que je comprends la colère des Français face à ça. Hier on a d'ailleurs eu l'étude annuelle d'Ipsos qui est sortie où on voit qu'il y a un sentiment de colère qui est partagé par tous les Français. Alors, on voit que, permettez-moi le terme, mais ça profite quelque part au Rassemblement National. On voit cette montée des intentions peut-être de vote pour 2027. Alors vous allez me dire c'est déjà un petit peu loin 2027, mais pour le Rassemblement National, est-ce que finalement cette situation politique vous profite ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les sondages, on est donné quasiment gagnant s'il y avait demain une élection présidentielle ou même une dissolution de l'Assemblée nationale. Donc c'est vrai que je pense que les Français justement aspirent à autre chose, aspirent à un renouveau de la vie politique face à ces gouvernements successifs finalement qui n'ont fait que creuser la dette, qui nous présentent aujourd'hui des budgets, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, mais des budgets assez compliqués même pour la dette, etc. Alors le budget, justement, vous avez prononcé le mot, c'est la grande chose du moment, si vous me permettez le terme. Il reste peu de temps pour voter ce budget, puisqu'il doit être adopté avant le 31 décembre. On a vu les différentes réunions en commission, ce nombre conséquent d'amendements, d'ailleurs ils n'ont pas tous été vus, loin de là. Le débat reprend à l'Assemblée nationale. On a vu que les débats étaient très âpres, très marqués, particulièrement d'ailleurs entre, par exemple, le RN et les filles. Est-ce que ça dénote une tension qui va croissante parce qu'on n'est pas du tout sûr que finalement le gouvernement résiste à cette proposition de budget ? On n'est pas sûr. Et par exemple, quand vous me parlez des LFI qui ont déposé une motion de censure, nous l'avons votée. Quand c'est nous qui la déposons, on voit qu'ils ne la votent pas. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a quand même une incohérence. Après, là-dessus, sur le budget, c'est vrai que M. Lecornu nous présente aujourd'hui un budget avec des impôts, avec 19 milliards d'impôts supplémentaires qui va encore une fois de plus peser sur les familles, sur les classes moyennes, et donc sur la France qui travaille finalement, là où à côté on présente un budget excédentaire de 36 milliards avec 1 milliard d'impôts en moins pour les familles et pour les Français. Donc il faut en fait un budget qui soit plus social, si vous me permettez le terme. Vous êtes finalement un petit peu sur les plates-bandes du PS ou même de LFI quelque part. Voilà, je me fais un peu provoquant. Alors un budget social, je dirais pas ça, plutôt un budget équitable avec des mesures justement qui profiteraient justement aux Français qui aujourd'hui ont du mal à mettre de l'essence dans leur voiture, qui aujourd'hui sont à 10 € près quand ils vont faire leurs courses. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on a plusieurs mesures. Par exemple, je pense à la baisse de TVA sur les produits énergétiques qui n'est pas proposée justement par le gouvernement Lecornu. Donc c'est vrai que là-dessus, on a une attente, oui. Alors, attente des Français, avec aussi les prélèvements. On a entendu beaucoup parler d'impôts, de hausse des impôts, de participation par exemple des retraités. On entend aussi parler de la taxe Zuckman, cette fameuse taxe Zuckman. Là aussi, il va falloir clarifier le budget pour savoir qui va participer à l'effort national.
Alors justement, là-dessus, nous avons proposé un remplacement de l'impôt sur la fortune financière, un remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune financière, ce qui évite de taxer justement l'enracinement des Français qui ont une maison, qu'elle soit secondaire ou même principale. Il y a déjà eu des propos qui ont été tenus, par exemple, autour de l'héritage. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui hérite, finalement, est riche? C'est ça la question. Non, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué. Justement, là-dessus, on voit que même lorsqu'il y a un processus d'héritage, ceux qui héritent d'une maison ou quoi, dans la majeure partie des cas, ne peuvent pas la garder, sont obligés de la vendre ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que c'est très taxé. Donc là-dessus, oui. D'autant plus que ce budget doit être voté, doit être discuté dans un cadre économique assez tendu, puisque l'agence Moody's a maintenu la note de AAA de la France avec une perspective négative. Et la Banque de France, justement, elle alerte sur un étouffement dit progressif des marges budgétaires des entreprises et des collectivités. Vous l'avez dit, dans ce contexte, le RN présente donc un budget revendiquant donc 36 milliards d'euros d'économies, dont une large partie sur les politiques migratoires et écologiques, ce qui suscite en tout cas des critiques assez virulente de la part des économistes pour son réalisme. On pense notamment au prix Nobel de l'économie, Philippe Aghion, qui disait qu'en gros votre projet était irréalisable. Et moi ma question, elle porte plus sur la dette. Vous promettez donc plus d'investissements publics sans hausse d'impôts. Comment est-ce que vous voulez financer cet équilibre public sans creuser la dette dans un contexte économique qui est déjà très fragile actuellement? Là-dessus, on a beaucoup de mesures par rapport à ça. Justement, sur les recettes, par exemple, on a une mesure qui est de taxer les superdividendes et les rachats d'actions. Ça, ce serait 10 milliards en plus. Des mesures des dépenses en moins, donc d'économie, notamment, donc vous en avez parlé, les 15 milliards sur l'immigration, avec des mesures comme, par exemple, la nécessité de 5 ans de travail pour les étrangers afin de bénéficier des prestations de solidarité, la transformation de l'AME en aide médicale, l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Donc là-dessus, c'est des mesures auxquelles, par exemple, le budget de Cornu ne touche pas et ne veut pas s'attaquer. Il y a d'autres mesures sur lesquelles le Rassemblement national souhaite évoquer, souhaite discuter. C'est le nucléaire et réduire massivement les investissements dans l'éolien et le solaire. Comment est-ce que vous voulez convaincre une jeunesse bretonne, là on va parler plus à échelle locale, très sensible aux enjeux climatiques, que cet abandon des renouvelables est un progrès, justement? Alors nous, justement, on a pour projet d'aller plutôt soit vers du renouvelable non intermittent, ce qui n'est pas le cas des éoliennes aujourd'hui qui sont des énergies intermittentes, ou vers le nucléaire. On a la chance en France de bénéficier d'un parc nucléaire abondant. Voilà, on a cette chance-là. Donc non, je pense que justement la jeunesse est très tournée vers les énergies renouvelables, mais aussi vers la souveraineté de la France, qui est le nucléaire. Là-dessus, Et vous n'avez pas peur justement que ça complique votre implantation du Rassemblement national dans certains territoires où justement ces questions-là, ces territoires-là sont engagés sur ces questions, par exemple de l'éolienne? Est-ce que vous ne risquez pas de heurter justement certaines populations? En tout cas, ça se voit pas dans les urnes, parce que quand on a regardé par exemple même nos résultats aux dernières législatives, donc on fait plus de 10 millions de voix. C'est assez important, on est en progrès partout. Rien qu'en Bretagne, je pense par exemple aux législatives en 2022 où on n'avait aucun second tour. Là, on est présent au second tour partout. En 2024, aux européennes, on fait des scores très élevés aussi. Donc non, ça se reflète pas dans les urnes en tout cas. Il y a une volonté finalement de tourner la page. Alors j'entends parler de la page politique, hein, évidemment, j'entends ça dans ce sens-là, et d'essayer le Rassemblement national. Finalement, on entend souvent les gens avec cette expression générique: on a essayé la droite, on a essayé la gauche. Bon, voilà, ça n'a pas marché ou pas bien. Pourquoi pas le Rassemblement national? Donc c'est vrai déjà on n'a jamais essayé, ça c'est une certitude, et surtout qu'on arrive avec des mesures qui sont quand même concrètes, qui sont chiffrées. On arrive avec un programme sérieux, avec une envie aussi des Français, donc comme vous l'avez dit, de tourner la page d'un macronisme qui dure quand même depuis 7 ans, de socialisme, de ce gouvernement, on va dire UMPS, qui ne fait que de se compromettre et changer d'avis tous les 4 matins. Donc non, je comprends bien sûr cette envie des Français de tourner la page. Ça va vous obliger aussi à avoir des résultats, à être concret dans l'exercice du pouvoir? Bien sûr, on s'y prépare chaque jour, que ce soit à l'Assemblée nationale. Je sais que Marine Le Pen et Jordan Bardella aussi, ils travaillent beaucoup.
Donc oui, on a... Alors on va parler des municipales. Les municipales se préparent, on le sait, c'est un enjeu important pour le Rassemblement national, pour toutes les autres formations politiques aussi, mais peut-être un peu plus pour le Rassemblement national, qui a peut-être plus à prouver sur ce terrain-là. On a vu, vous le soulignez à l'instant, Blanche Le Goffy, que le Rassemblement national a beaucoup progressé lors des précédents scrutins. Ça a été aussi le cas en Bretagne. Bretagne, terre un petit peu imprenable pour le Rassemblement national. Il y a un enjeu là aussi. Alors il y a un enjeu bien sûr sur les municipales, que ce soit au niveau national ou même au niveau de la Bretagne. Ça permettra, si on a des villes, je pense qu'on en aura, de montrer qu'on sait gouverner, qu'on est apte à gouverner en tout cas. On l'a vu par exemple avec plusieurs villes qui depuis 2014 ou depuis 2020 sont aux mains du Rassemblement national et qui depuis ne sont pas retombées. Il y a un indice de satisfaction dans ces villes qui est quand même très élevé. Donc bien sûr, on a une attente sur ces municipales-là. En Bretagne, on en aura beaucoup. On aura, même au niveau national, il me semble que c'est plus de 400 investis, 400 têtes de liste RN qui seront présentes aux municipales. Donc, Là, vous l'avez dit, enfin Stéphane aussi l'a également évoqué, la Bretagne reste quand même une terre assez hostile au Rassemblement national, notamment je vais prendre le cas de la ville de Rennes, qui elle est quand même une ville très ancrée à gauche, avec une mobilisation très active. Les municipales donc vont être, j'imagine, un test assez crucial pour le RN, pour tenter peut-être de passer la barre des 10% et d'obtenir ses premiers élus. Comment est-ce que vous comptez, par exemple, dans des villes comme Rennes, qui sont assez ancrées à gauche, vous franchir de ce plafond dans une métropole qui est quand même assez hostile? Comment est-ce que vous voulez imprimer la marque RN là où vous n'y êtes pas? Que ce soit à Rennes ou même dans la plupart des grandes villes, des grandes métropoles en France, on va jouer justement cette entrée au municipal. Je dis pas qu'on aura forcément la ville de Rennes, mais en tout cas... on a une attente, créer un groupe au conseil municipal aussi, c'est un des objectifs du Rassemblement national sur ces élections-là. Après, on voit aussi que même dans les villes comme Rennes, qui sont ancrées à gauche, il y a un ras-le-bol, il y a de plus en plus de personnes qui votent pour nous. On l'a vu même aux dernières législatives, aux dernières européennes, on en parlait tout à l'heure. Donc oui, on a une attente sur ces villes-là aussi. Vous avez parlé aussi, j'ai entendu le mot alliance. Est-ce que des alliances locales, par exemple avec la droite classique ou bien avec des élus reconquête, peut potentiellement voir le jour où vous privilégiez une implication autonome? Alors, on va privilégier au maximum une implication autonome, mais c'est vrai que ça dépend, on va voir ça au cas par cas. Ça dépend des enjeux locaux, ça dépend, les personnalités locales verront ça justement, les têtes de liste ou les futures têtes de liste investis verront ça avec les forces en place justement dans ces villes-là. Ça dépendra, c'est beaucoup de local et ça dépendra. Donc une union des droites, c'est non. Alors une union des droites, je ne sais pas, mais une union globalement, on va dire des forces en tout cas qui partagent nos convictions, que ce soit sur l'insécurité grandissante, la baisse du pouvoir d'achat. Bien sûr, tout le monde. Mais vous ne craignez pas que ça crée justement des confusions ou une perte de crédibilité, par exemple, auprès de vos électeurs? Le fait de ne pas s'unir pour rassembler ses forces? Pas forcément, et surtout que l'union des droites, l'union entre guillemets, on l'a déjà fait aux dernières législatives 2024 avec Éric Ciotti, qui nous a courageusement rejoint justement en quittant les LR avec une partie des Républicains pour venir nous rejoindre. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être fait aussi au niveau local. Parce que Gérard Larcher, lui, s'oppose totalement à cette union. Gérard Président Larcher, du Sénat. Oui, bien sûr. Mais... Avec des unions qui se font, par exemple, alors on parlait des grandes villes, vous le soulignez à l'instant, à Axel Guillaume, comme Rennes, mais il y a aussi Nantes. Alors on a appris à Nantes que l'Union démocratique bretonne a rejoint les communistes et les Verts pour s'unir à la liste de la maire PS de Nantes, Johanna Roland. Donc une forte coalition de gauche, a priori sans LFI. Est-ce que là aussi la bataille va être rude justement avec ces coalitions de gauche qui se mettent en place? C'est vrai que la gauche a toujours eu cette tendance à s'unir. On l'a toujours vu. J'ai vu qu'à Rennes aussi, il y a une union de la gauche qui est faite justement, toujours dans le but que le Rassemblement national ait le moins de voix possible, qu'on ne passe pas dans ces villes-là. Après, bien sûr, je pense pas forcément que ça nous sera défavorable. C'est pas pour ça que les Français voteront différemment. Il peut y avoir un sursaut des Français justement en faveur de Rennes. Et je pense qu'il y en aura un pendant les municipales justement. Je pense qu'il y aura beaucoup de communes et plus qu'on le pense qui basculeront au Rassemblement national.
Oui, bien sûr. Alors j'allais dire, pour prendre un terme un peu guerrier, vous me direz en ce moment l'actualité est un petit peu sur ce sens-là. Il y a des grandes manœuvres qui s'opèrent. Alors j'imagine aussi au niveau du Rassemblement national. Je ne sais pas si on aura des scoops ce matin. En tout cas, il y aura des têtes de liste qui vont être désignées pour le Rassemblement national. En tout cas, on voit que le RN a entamé un processus qui n'était pas forcément clair jusqu'à présent, mais là il y a un rajeunissement, une féminisation du Rassemblement national. Est-ce que là aussi il y a une page qui se tourne, une page politique même au sein du Rassemblement national? Oui, bien sûr. C'est vrai que là on a constaté déjà depuis plusieurs années un afflux de jeunes, notamment depuis la campagne des européennes. C'est vrai que ça a été assez énorme. Beaucoup de jeunes là qui s'investissent justement dans ces élections municipales, qui sont plutôt depuis des élections on va dire pas destinées aux plus âgés, mais c'est vrai qu'on a souvent l'impression de voir les mêmes personnes justement dans ces élections-là, et c'est vrai qu'on a un rajeunissement, une féminisation aussi, bien sûr. Il me semble qu'en 2022, on avait une majorité de femmes qui avaient voté pour Marine Le Pen aux élections, donc oui. Justement, les jeunes, qu'est-ce qui les amène à rejoindre le RN? Parce que jusqu'à présent, le RN faisait peur, c'était un parti réactionnaire, etc. Voilà, on entendait. Aujourd'hui, on a l'impression que les jeunes franchissent la barre et n'ont pas de complexe à rejoindre le Rassemblement national. Non, ils n'ont pas à en avoir, surtout... je pense qu'ils ont une vision d'avenir aussi, une vision pour leurs enfants, pour l'avenir de la France, qu'on n'a pas envie de voir s'effacer, que ce soit à l'international ou même au sein de nos frontières. Donc oui, bien sûr. Et les jeunes, justement, qui vous rejoignent au Rassemblement national jeunesse, est-ce qu'ils veulent rompre avec l'héritage historique du RN, ou bien ils veulent plutôt s'inscrire dans la continuité d'une droite nouvelle? Alors quand on regarde un programme d'il y a 40 ans et un programme aujourd'hui, on voit que c'est pas le même. Je pense que les gens qui s'engagent aujourd'hui ne s'engagent pas justement pour un programme qui était apparu au moment où ils étaient même pas nés. Donc non, là-dessus il y a quand même une évolution, c'est des nouvelles mesures, des nouvelles choses. Et quel rôle justement, selon vous, cette jeunesse doit-elle jouer à la fois dans le paysage politique, mais aussi dans la France de 2027 ? Alors donc dans celle de 2026 pour les municipales et plus prochainement de 2027 au moment des élections présidentielles, je pense que les jeunes ont un rôle à jouer, s'y intéressent de plus en plus. Moi j'ai l'impression qu'ils s'intéressent à la politique, qu'ils cherchent en tout cas à trouver des solutions pour l'avenir. Donc je pense que oui, l'afflux de jeunes en tout cas va continuer dans ce sens-là, bien sûr. Je rappelle aussi que vous êtes délégué départemental du mouvement jeunesse des Côtes-d'Armor. Est-ce que dans les Côtes-d'Armor, puisque Stéphane en parlait notamment des municipales, le Rassemblement national veut monter notamment des listes dans Civil des Côtes-d'Armor, à la fois Guingamp, Saint-Brieuc, Lamballe, Dinan, Loudéac, Lannion. On a eu quand même l'information par Franck Nicolas, qui fait partie donc du Rassemblement national jeunesse, que ce serait une candidate. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement sur ces listes-là? Est-ce qu'elles sont prêtes? Alors, on a plusieurs listes. En effet, je sais qu'à Saint-Brieuc, ça avance très bien. À Lannion, la liste est presque finalisée aussi. On a Lamballe, pareil, qui avance très bien. Dinan aussi, il me semble que c'est presque bouclé. Donc, ce sont des jeunes? Alors, il y aura de tout. Ce sera des listes où justement, il y aura de toutes les professions, de tous les âges aussi. Donc oui, vous aurez... il y aura plus d'informations justement. Il y aura des nombreuses conférences de presse qui vont arriver... au mois de novembre, fin octobre aussi. On parle même d'une candidate à Lannion, vous confirmez? Alors, il y aura bien, oui, il y aura une candidature à Lannion, en tout cas, et la tête de féminine, liste... féminine, et la tête de liste sera annoncée donc, le 31 octobre. Vous aurez des réponses à ce moment-là, en tout cas. Voilà, on sera à la conférence de presse. J'avais envie aussi de balayer en grand les grandes thématiques, les grands sujets qui seront abordés par le RN dans la campagne. Sujet autour du pouvoir d'achat, on imagine de la sécurité, un sujet cher au Rassemblement national. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faits divers, il y a beaucoup d'insécurité ressentie par les Français, parfois vécue par les Français. Et est-ce que c'est l'enjeu de demain, la sécurité? C'est l'enjeu dans une majorité de communes aujourd'hui. Après, donc, si on parle des municipales, les enjeux se verront beaucoup au cas par cas. Après, on voit que maintenant, globalement, en France, les enjeux principaux, donc oui, c'est la sécurité, la baisse du pouvoir d'achat. À certains endroits, donc là, je vais particulièrement penser au centre-Bretagne, où on a des déserts médicaux, où c'est de plus en plus compliqué pour les Français d'aller se soigner. Donc je pense qu'il y aura des attentes par rapport à ça, mais évidemment, au municipal, ça se verra au cas par cas aussi.
Alors plus largement, ce sont des problématiques qui intéressent les jeunes qui ont rejoint le Rassemblement national. Ces problématiques de sécurité, de désertification des campagnes, alors avec des déserts médicaux, mais aussi de formation et d'éducation, ce sont des thématiques qui les touchent? Alors oui, bien sûr. Là-dessus, il y a une attente des Français aussi. Enfin, quand on voit, c'est vrai que du côté de la côte, on est un petit peu moins touché, mais plus on se rapproche du centre-Bretagne ou plus globalement du centre-France, on a toutes ces problématiques-là qui reviennent. Donc. Alors aujourd'hui, est-ce que justement le Rassemblement national pourrait faire mieux que les formations politiques qui ont eu en charge la gouvernance du pays? Alors on peut imaginer la région, parce que beaucoup plus tard, il y aura aussi des élections régionales. Est-ce que là aussi, il y a des thématiques comme la décentralisation, par exemple, donner plus de pouvoir aux régions? Est-ce que c'est quelque chose qui fait son chemin au Rassemblement national? Alors pas forcément, nous on est plutôt dans une logique nationale, départementale et après communale. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on a certaines mesures comme ça qui sont de réduire le poids des administrations régionales. Je pense par exemple aux agences régionales de santé qui quand même coûtent très cher chaque année. Et donc transférer plutôt ces compétences au niveau départemental ou en tout cas les mieux dépenser au niveau des régions. Alors justement, les régions, on a senti que c'était pas forcément la tasse de thé du Rassemblement national. Il faut supprimer cet échelon régional. Là, faut revenir à plus de proximité, effectivement, avec des départements, peut-être avec plus de pouvoir et une facilité de gestion. Alors en tout cas, il y aura une réformation au niveau régional, bien sûr, que ce soit donc dans les dépenses, dans le fonctionnement ou autre. Bon, ça, ce sera des questions qui reviendront beaucoup, je pense, lors des régionales et des départementales en 2028. On aura beaucoup de réponses là-dessus. Voilà, là on a anticipé un petit peu. Aujourd'hui, on a une grande fragilité de la France. On le voit au niveau budgétaire. Là encore, la bataille, je le disais en commençant, va être âpre. Puis il y a l'image de la France aussi à l'étranger. Elle est plutôt mal perçue aujourd'hui, la France à l'étranger. Puis il y a eu cette histoire du vol au Louvre également, qui a suscité beaucoup de réactions, y compris à l'étranger, là encore. Est-ce que pour une jeune comme vous, de savoir que la France est mal perçue à l'étranger, est-ce que ça vous fait mal, justement? Oui, justement, et je pense que c'est aussi ce qui pousse beaucoup de jeunes à s'engager. Ça peut être une des raisons, justement, de cet engagement des jeunes dont on parlait un petit peu plus tôt. C'est vrai que voir son pays comme ça, là vous parliez du cambriolage au Louvre, bien sûr que ça, c'est un problème, c'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose qui est censé arriver. Quand on voit aussi notre note qui baisse au fur et à mesure... Est-ce que vous estimez que, par exemple, si le Rassemblement national avait été au pouvoir, est-ce que vous pensez que ces dysfonctionnements sécuritaires auraient pu se produire? En tout cas, oui, on a beaucoup de mesures, que ce soit sur la sécurité intérieure ou même extérieure. Oui, on a beaucoup de mesures là-dessus que nous appliquerons lorsque nous arriverons au pouvoir. Oui. Et j'avais une question, je voudrais revenir sur par rapport au profil des candidats. Est-ce que pour vous qui faites partie du Rassemblement national Jeunesse des Côtes-d'Armor, est-ce que vous avez été vigilante quant au profit des candidats, puisque récemment la Bretagne a été secouée par des affaires judiciaires impliquant notamment des cadres du Rassemblement national. Je pense notamment à Florent de Kersozon qui a été condamné pour abus de confiance. Est-ce que ces scandales font que vous êtes plus vigilante? Et ma seconde question sera comment est-ce que vous expliquez aussi que de telles affaires persistent dans un parti qui prétend vouloir incarner notamment la probité et l'exemplarité? Alors bien sûr, il y a une sélection de nos candidats qui a été faite donc par la direction de campagne du Rassemblement national, déjà qui s'opère déjà donc depuis 1 an en vue des municipales, mais aussi d'une potentielle législative anticipée. Aujourd'hui, quasiment l'entièreté des circonscriptions françaises sont pourvues en candidats. Il y a eu donc des auditions réalisées, tout ça. On choisit très bien, on a très bien choisi nos candidats en tout cas. Et donc sur cette deuxième partie, du fait qu'il y a eu des profils problématiques. Je dirais que c'est vrai que la dernière fois, on en a eu quelques-uns, mais on a eu aussi une campagne qui s'est faite très vite, on a dû chercher des candidats très rapidement. Là, c'est vrai qu'on a passé plus de temps, en tout cas, à la sélection de nos candidats, que ce soit sur les municipales ou pour des législatives. Alors justement, s'il y a des législatives, j'ai cru comprendre que vous étiez en ordre de marche, justement, pour participer à ces législatives anticipées possibles s'il y avait une dissolution. Mais avant la dissolution, il y a une possible motion de censure. Est-ce que le Rassemblement national va déposer éventuellement une nouvelle motion de censure ?
Alors on en a déposé une déjà dernièrement, que nous avons voté. On avait voté aussi celle déposée par la France Insoumise. Après, bon bah là, à ce stade-là, je pense qu'on ne peut plus croire à une censure avec le Parti socialiste qui a décidé d'intégrer maintenant pour de bon le macronisme. Ceci dit, il n'a pas donné de réponse, le PS. Pour l'instant, il y a eu quelques réunions discrètes, secrètes, je ne sais pas comment on peut dire. Bien sûr, après, on constate quand même un manque de courage flagrant de nos forces politiques. Nous demandons une censure et donc une dissolution de l'Assemblée nationale afin de pouvoir revenir aux urnes, afin que les Français puissent revoter. Alors, c'est Emmanuel Macron le problème, finalement, aujourd'hui? C'est sûr que les Français ne lui accordent plus une grande confiance, on va dire. Il me semble qu'il est à presque moins de 20% d'opinion favorable pour un président de la République. C'est assez... Et justement, moi j'avais une question, on a un petit problème de micro. Vu qu'il nous reste quelques minutes, pour les jeunes qui souhaitent s'engager, on sait que vous venez justement, vous êtes jeune, vous vous engagez en politique, en plus sous l'étiquette Rassemblement National. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement aux jeunes qui souhaitent par exemple rejoindre le Rassemblement National, parce qu'on sait que Stéphane l'a parlé, qu'il y a quelques années, souvent c'était un peu une honte de dire on vote le Rassemblement National, on en parlait moins ouvertement. Que dire à un jeune justement qui là est en train de réfléchir à ses premiers bulletins de vote, à la fois pour les municipales et les présidentielles, de s'engager? Alors donc non, je pense que ce n'est plus une honte et ça ne devrait d'ailleurs pas l'être, ça n'a jamais dû l'être. Aujourd'hui, oui, on a une majorité de jeunes qui veulent s'engager sous nos couleurs et moi je les invite à le faire en tout cas, parce qu'un engagement jeune c'est toujours quelque chose de profond et d'assez beau. Donc oui, j'appelle en tout cas tous les jeunes qui veulent nous rejoindre, qui veulent découvrir un petit peu le milieu politique, le Rassemblement National notamment, de nous rejoindre bien sûr. Il faut un certain courage aujourd'hui pour s'engager, quelle que soit finalement l'option politique choisie. Je pense, oui, bien sûr. Eh bien, merci Blanche Le Goffig d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes coordinatrice régionale du Rassemblement National Jeunesse en Bretagne et vous êtes également déléguée départementale du RNJ Côte-d'Armor et responsable de la 5e circonscription du RN, 5e circonscription, celle de Lannion, où nous allons attendre avec grande impatience la conférence de presse pour savoir le nom de la candidate. Voilà. Merci. Merci à Axel Guillaume qui a partagé cette interview avec moi et ma voix a réussi à aller jusqu'au bout quand même. Je signale que c'était Blanche Le Goffig, votre première radio sur Bretagne 5. Voilà. Merci infiniment, très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.